Est-ce moi où les chrétiens sont vraiment de retour? En ce moment, j'ai l'impression que les chrétiens de 2024 rugissent. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas pour moi. Et il n'y a pas de meilleure preuve de cela que la nuit dernière. Les Celtics ont remporté le championnat NBA au cas où vous l'auriez manqué, mais je pense que la vraie histoire, c'est l'entraîneur principal, Joe Maula. On a parlé de lui plusieurs fois dans l'émission. Il a fait le tour du terrain en priant le chapelet avant le match. Incroyable. Je veux dire, avez-vous déjà entendu parler d'un entraîneur qui fait ça avant un match de championnat? Et voici une photo de lui juste après leur victoire. Si vous ne pouvez pas la voir parce que vous écoutez sur Spotify ou Apple, son t-shirt dit « Mais d'abord, laissez-moi remercier Dieu ». Oui, on en reparlera un peu plus tard. La première chose dont je veux parler avant cela, cependant, c'est qu'il me semble vraiment que les médias essaient de nous amener lentement vers la Troisième Guerre mondiale, ce qui m'a beaucoup fait penser à la Seconde Guerre mondiale, parce que j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de mensonges, au moins beaucoup de propagande, et nous devrions en discuter. Tout cela et plus encore à venir dans Candace. Donc, mon traumatisme d'enfance, c'est la Seconde Guerre mondiale. C'est le tien aussi, crois-moi. Tu ne me croiras peut-être pas, mais c'est aussi ton traumatisme, sans aucun doute. Cela peut être difficile à comprendre, les amis, mais le but de l'éducation publique est, en réalité, l'endoctrinement. C'est tout l'objectif. C'est étrange parce qu'on s'assoit dans nos salles de classe en tant qu'Américains et on fait du chauvinisme « hurrah, hurrah, hurrah ». On se dit qu'on ne pourrait jamais être comme l'Est. Eux, ils avaient la jeunesse stalinienne, il y avait la jeunesse hitlérienne, et nous, on n'est rien de tout ça. Nous sommes tellement libres. Non, non, non. Nous avons en fait employé exactement les mêmes tactiques que Staline et que les jeunesses hitlériennes. Et j'ai commencé à m'en rendre compte quand je suis tombée sur un livre. Vous savez tous que je suis un grand fan de Thomas Sowell. Le livre s'intitule Inside the American Education System, et je vous recommande vivement de le lire. Et dans le livre, il explique comment le système scolaire américain a intentionnellement employé des tactiques soviétiques éprouvées pour choquer les enfants et les forcer à obéir. C'est vraiment fascinant. Je vais vous donner un exemple de ce dont il parle. Il fait référence à l'éducation sexuelle dans cette partie précise du livre. Et il explique qu'il savait que s'il montrait certaines images à des enfants à un certain âge, ils seraient tellement choqués qu'ils obéiraient. C'est ça. Donc, ce qu'on avait ici dans les années 1960, c'était un tas d'enfants qui obtenaient leur diplôme en étant encore vierges. Ils écoutèrent leurs parents en ce qui concernait, entre guillemets, l'éducation sexuelle. Et puis cela a radicalement changé après 10 ans d'éducation sexuelle, soi-disant à l'école publique. Et soudain, on a vu des enfants accepter de prendre la pilule contraceptive. Planned Parenthood est entré dans les salles de classe. Il leur montrait ces vidéos, par exemple celle d'une femme en train d'accoucher. Imagine que tu es un enfant, que tu n'as même jamais eu de rapport sexuel, et soudain, on te montre une vidéo d'une femme qui crie en accouchant. Ça te terrifie, mais pourquoi faire? D'une certaine manière, à devenir docile. Ça te fait tellement peur que tu te dis « Bon, eh bien, je ne voudrais jamais mettre une femme enceinte. » Si tu es une femme, tu te dis « Je ne veux jamais accoucher. Laisse-moi prendre toutes ces pilules contraceptives, de toute façon. » En mettant ça de côté, ça me fait réfléchir à d'autres formes de traitement par choc en classe. Et je ne pense pas qu'il y ait de meilleur exemple que la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, réfléchissez à la façon dont vous réagissez aujourd'hui au concept de la Seconde Guerre mondiale, même de nombreuses années après votre passage à l'école publique. Nous avons une réaction presque viscérale qui a été ancrée en nous, même à propos de quelque chose comme les accents allemands. Je m'en suis rendu compte à chaque film que je regardais en grandissant. Chaque fois qu'on parle des Allemands en classe, ce sont les méchants. Juste un accent allemand. Oh mon Dieu, cet homme doit être maléfique. Il a un accent comme Adolf Hitler. Ouais, c'est ce qu'il vous inculque. Tout pour vaincre les nazis. Ne le remettez même pas en question. Peu importe ce que nous devons faire. Même si nous devons commettre des crimes de guerre, si nous devons tuer des civils, tant que nous vaincons les nazis, tout va bien. Tant qu'on n'a plus jamais à entendre un accent allemand, tout va bien. Ouais, c'est un peu ce que j'ai compris de ma formation à l'école publique. Et si vous avez besoin de plus de preuves, ne cherchez pas plus loin que la défense publique étrange que les gens font concernant le largage des bombes atomiques. Oui, incinérer des centaines de milliers d'êtres humains. Et les gens vont le défendre comme ça. Récemment, Tucker est apparu chez Joe Rogan. J'ai montré des extraits de cette émission. C'était une conversation phénoménale. Vous devriez aller la regarder en entier. Mais il commence à parler du largage des bombes atomiques et dit quelque chose que je trouve assez sensé. Écoutez. Du côté droit.
Vous savez, j'ai passé ma vie, jusqu'à 80 ans, à défendre le largage d'armes nucléaires sur des civils. Sérieusement? Vous plaisantez? N'est-ce pas? C'est un mal évident. Si vous ne pouvez pas, si nous ne l'avions pas fait, cela a permis de sauver beaucoup de vies. Non, il est mal de larguer des armes nucléaires sur des gens. Si vous argumentez qu'il est bon de larguer des armes nucléaires sur des gens, vous êtes malfaisant. Ce n'est pas compliqué, non? Ce n'est pas une décision difficile. Pour moi, ce n'est vraiment pas difficile à trancher. Oui, je suis tout à fait d'accord avec sa déclaration. Si vous vous retrouvez à défendre le largage de bombes nucléaires sur des civils innocents, vous n'êtes pas du côté du bien. Évidemment, vous n'êtes pas du côté du bien. Comment pouvez-vous sérieusement penser que c'est acceptable? C'est ce que je pense aujourd'hui. En tout cas, probablement pas si vous m'aviez posé la question quand j'apprenais la Seconde Guerre mondiale au lycée, parce que j'étais alors soumis à une forte propagande. Mais à peine avait-il fait cette déclaration que tous les médias se sont déchaînés contre lui, parce qu'évidemment, il y a des psychopathes qui dirigent les médias, et des psychopathes qui adorent la guerre. Ils aiment tellement la guerre. Ils aiment tellement l'idée de tuer des civils innocents. Considérez ce tweet comme un simple exemple de réponse. Cette personne a réellement écrit que non seulement Tucker a tort, mais qu'il a complètement tort. Le largage de bombes atomiques sur le Japon n'était pas seulement nécessaire, mais aussi une bonne chose. Ouah! Ouah! Comment peut-on atteindre ce niveau de psychopathe? Il aspire. Il est comme... C'est comme les Jeux olympiques du psychopathe. Il remporte tous les prix. Elle dit que ce n'est même pas le cas. Ce n'était pas nécessaire, mais c'était aussi. C'était bien. C'est comme si je disais que c'était une bonne chose que cela soit arrivé, juste incinérer des vies humaines. Et tu sais qu'il n'est pas le seul à croire ça, parce que, comme je l'ai dit, nous avons tous été conditionnés par la propagande à croire qu'il fallait tuer 200 000 civils pour, comme on nous l'a appris à l'école, sauver des vies. Maintenant que je suis plus âgée, je me dis, quoi? C'est littéralement moi! À mon mari, quand j'achète une robe et que je lui dis que j'ai économisé de l'argent, je lui dis « Regarde, chérie, j'ai acheté cette robe pour 150 $. Il y avait une réduction de 25%. Elle était en solde, donc j'ai économisé de l'argent. » Bien sûr, il n'y a pas la moindre preuve pour étayer mon affirmation. Mais mon mari me dit « Oui, c'est plutôt illogique. » Et puis, il me balance le fait qu'en réalité, aucun argent n'a été économisé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dépensé 150 $. La réalité, c'est que j'ai simplement été conditionnée par les panneaux de solde. Comme c'est en solde, il y a 25% de réduction. Et donc, j'ai été conditionnée à croire que j'économisais de l'argent en dépensant. Et c'est essentiellement ce qui se passe. Quand on regarde la propagande de la Seconde Guerre mondiale, c'est comme si on faisait juste des calculs de filles, mais en version hardcore. Voici les faits qui se cachent en pleine vue. Le Japon était sur la défensive depuis 2 ans. L'Allemagne s'était déjà rendue. Le Japon négociait déjà les conditions de sa reddition inévitable. Factuellement, la raison invoquée pour laquelle nous avons largué la bombe était que nous voulions effondrer le moral japonais. Oui, c'est même écrit sur la page Wikipédia. Ils l'admettent. C'est juste, ce n'était pas vraiment pour sauver des vies. C'était plutôt pour effondrer le moral des civils en disant « Ah, regardez la bombe que nous avons. Regardez combien d'entre vous nous pouvons tuer en larguant une seule bombe. » Et factuellement, même si aujourd'hui les médias disent qu'on ne peut pas débattre de la nécessité ou non de larguer la bombe atomique, cela a toujours été quelque chose que les généraux, les commandants de l'armée américaine eux-mêmes disaient n'était pas nécessaire. Ceci est une citation directe du général Henry H. Arnold, qui était le commandant en chef de l'armée américaine sous Truman. Il a dit « Il nous a toujours semblé qu'avec ou sans bombe atomique, les Japonais étaient déjà sur le point de s'effondrer, juste derrière lui. » D'ailleurs, Eisenhower était d'accord. Il a dit, je cite, « Le Japon cherchait à ce moment-là un moyen de se rendre avec une perte de face minimale. » Donc, cela faisait consensus. Comment les gens aujourd'hui peuvent-ils contester ce récit? Ou en fait, une meilleure question serait, pourquoi les gens aujourd'hui, pourquoi les personnes dans les médias qui essaient de contester ce récit tentent-elles de vous convaincre que tuer massivement des gens est acceptable, nécessaire et parfois même bien? Voici la réalité. On nous a inculqué la croyance que nous devions entrer en guerre parce qu'il fallait libérer les Juifs des camps de concentration. Et pourtant, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que nous avons aussi permis à Staline de poursuivre ces camps de concentration. Nous nous sommes alliés à un tyran pour en abattre un autre. Nous avons permis à Staline de continuer le massacre de chrétiens qui durait déjà depuis longtemps. Évidemment, la révolution bolchevique a eu lieu avant qu'il ne soit au pouvoir. C'est ça.
Ce qui s'est passé sous Lénine, le massacre des chrétiens, la création des camps de concentration, le système du goulag, des chrétiens noyés en masse sur des barges. Donc, si tout cela visait à empêcher un nettoyage ethnique, si c'est vraiment l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qu'on nous enseigne en classe que nous devions empêcher ce nettoyage ethnique, ce qui, à mon avis, est toujours un objectif louable, pourquoi ne nous a-t-on jamais appris que les gentils, c'est-à-dire nous, avons ensuite commis un nettoyage ethnique immédiatement après? Pourquoi ne nous a-t-on pas appris que nous avons permis qu'une culpabilité collective soit attribuée à des personnes qui parlaient simplement allemand, sans aucun lien avec Adolf Hitler, de ne pas voter pour Adolf Hitler? Ouais, j'ai appris cela récemment en regardant un documentaire de la BBC, alors qu'un prêtre à Londres m'en a parlé de façon désinvolte. Il a dit les Américains ne savent rien. Vous êtes tellement victimes de la propagande. Vous ne savez rien de ce qui s'est passé pendant les guerres. Vous ne savez rien des crimes de guerre qui ont été commis, même par l'Occident. Et il a partagé avec moi ce documentaire intitulé « La paix sauvage ». Je veux vous montrer un extrait de cela tout de suite. Écoutez bien. Les Allemands locaux sont forcés de faire face aux horreurs du Troisième Reich. Un abat-jour macabre fait de peau humaine véritable, des organes humains conservés dans des bocaux en verre et une moitié de tête sectionnée de manière effrayante. Les notions de culpabilité collective et de punition pour de telles atrocités faisaient que peu de gens étaient prêts à envisager l'idée des Allemands comme victimes, surtout dans les pays qui avaient subi de plein fouet les atrocités nazies. Donc, au cas où vous ne suivriez pas ce qui s'est passé, ils suivent la guerre. Ils avaient des tables installées dans les villages et ils montraient des têtes coupées. Ils montraient des personnes tuées dont ils mettaient les têtes dans des bocaux et disaient « Regardez, voilà ce que les nazis ont fait, alors ne vous sentez pas mal pour ce que nous allons faire ensuite aux Allemands. » En gros, ils ont effectivement fait de la propagande auprès des habitants des villages pour leur donner la permission de massacrer en masse des civils innocents et des enfants innocents. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi, après avoir regardé ce documentaire, j'ai tweeté ceci. Les Américains ne savent rien de la véritable histoire. Saviez-vous que 12 millions d'Allemands ont été victimes de nettoyage ethnique après la Seconde Guerre mondiale? Saviez-vous qu'un demi-million d'entre eux ont été assassinés pour le simple fait de parler allemand? Que des enfants étaient alignés et fusillés? Bien plus de 2 millions de femmes et d'enfants ont été violés à la fin de la guerre. Beaucoup d'entre eux sont morts ou se sont suicidés à cause de cela. En Tchécoslovaquie, ils alignaient des civils allemands dont beaucoup vivaient là depuis des siècles et leur écrasaient les jambes avec des camions. Ils les forçaient à creuser leur propre tombe. Ils n'étaient pas tous allemands. Certains parlaient un peu simplement allemand. 12 millions de civils allemands ont été expulsés à travers l'Europe de l'Est, dépouillés de force de leurs maisons et de leurs biens et persécutés pour le crime de parler allemand. Des centaines de milliers d'entre eux sont morts de faim. Cette expulsion ethnique fut la plus grande de l'histoire humaine, et pourtant, vous n'en avez jamais entendu parler. Pourquoi? C'est une question que j'ai pour vous. Pourquoi n'en avions-nous jamais entendu parler? Eh bien, parce qu'alors, cela devient plus difficile. Plus difficile pour nous de réfléchir à ce qui s'est réellement passé. Quel était le véritable but de notre implication dans la Seconde Guerre mondiale si c'était pour commettre exactement les mêmes crimes, nettoyer ethniquement des populations, les mettre dans des camps de concentration, les tuer leurs enfants, les aligner et les fusiller? Ce n'est pas bien. Je vais vous poser une autre question. Pourquoi contrôle-t-il presque davantage le récit de la Seconde Guerre mondiale aujourd'hui qu'il y a de nombreuses années? Eh bien, la réponse à cela, à mon avis, c'est qu'ils essaient de nous amener lentement vers la Troisième Guerre mondiale. Ils deviennent fous, déséquilibrés, essayant de défendre le récit de la Seconde Guerre mondiale. Ne posez aucune question. Nous n'avons rien fait de mal. Larguer des bombes nucléaires, c'est acceptable. Et il n'y a probablement personne de plus déséquilibré que Lindsey Graham sur ce sujet. Écoutez ce qu'il avait à dire. Donc, lorsque nous faisions face à la destruction en tant que nation après Pearl Harbor, en combattant les Allemands et les Japonais, nous avons décidé de mettre fin à la guerre en bombardant Hiroshima et Nagasaki avec des armes nucléaires. C'était la bonne décision. Donner à Israël les bombes dont ils ont besoin pour mettre fin à la guerre qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre et travailler avec eux pour minimiser les pertes civiles. Pourquoi est-il acceptable que l'Amérique largue 2 bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki pour mettre fin à leur guerre existentielle? Pourquoi était-ce acceptable pour nous de faire cela?
Je pensais qu'il était normal qu'Israël fasse tout ce qu'il faut pour survivre en tant qu'État juif. Voilà, vous l'avez entendu. C'est de la propagande pure et simple. Ils veulent larguer des bombes nucléaires maintenant. C'est ça le but. Ils préparent la Troisième Guerre mondiale. C'est ce que je ressens. C'est ce que je crois qui est en train de se passer. Ils préparent le terrain pour la Troisième Guerre mondiale et ils veulent s'assurer que vous ayez une réaction viscérale afin que vous l'acceptiez. Et nous ne devrions pas le permettre. Le massacre de civils innocents est toujours une faute. C'est toujours une faute, surtout quand on le fait simplement pour briser le moral. Commencez à faire attention, les gars, parce que la rhétorique s'intensifie pour une raison. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Et vous savez quoi? Je ne sais pas pour vous, mais je ne pense pas que nous puissions vraiment nous permettre une autre guerre. Une autre guerre sans fin. Beaucoup d'entre nous peinent déjà à payer les factures du quotidien. La nourriture, l'essence, même la facture d'électricité. Si vous êtes pas propriétaire, je veux que vous fassiez quelque chose. Appelez mes amis chez American Financing. Les taux d'intérêt sont descendus dans les 5%, ce qui représente presque un quart du taux moyen des cartes de crédit. American Financing fait économiser à ses clients en moyenne 844 $ par mois en utilisant la valeur nette de leur maison et en effaçant les dettes de cartes de crédit à taux élevés. 854 $ par mois, c'est comme une augmentation de 10 000 $. Les taux d'intérêt des cartes de crédit sont délirants et la plupart d'entre nous continuent de reporter un solde d'un mois à l'autre. Alors appelez American Financing et réglez ça dès aujourd'hui. Ne remettez pas à plus tard. Si vous appelez aujourd'hui, il se peut que vous n'ayez pas à payer la mensualité de votre prêt immobilier le mois prochain. American Financing, appelez le 800-795-1210. C'est le 807-95-1210. Ou vous pouvez visiter americanfinafinancing.net. Owens, très bien les gars, il est temps de passer à quelques histoires. Avant de commencer, je veux vous rappeler que je n'arrive pas à croire à quel point cette chaîne YouTube a grandi en seulement une semaine. Je crois qu'il y a eu presque plus d'un quart de million d'abonnés. Mais nous sommes en route vers les 2 millions. Alors cliquez sur le bouton s'abonner. Aussi, si vous voulez soutenir l'émission, vous savez que vous pouvez aller sur Locals. Trouvez-nous là-bas. Vous pouvez faire un don mensuel pour que nous puissions continuer à faire tout cela de façon indépendante. Très bien, les amis. Donc, j'ai évoqué cela, évidemment, au début de l'émission. Joe Missoula, c'est vraiment un héros. Je vais essayer de l'avoir. J'ai l'impression que je dois absolument l'interviewer. Il se passe quelque chose dans ce pays et partout dans le monde. On peut le ressentir. C'est comme si les chrétiens avaient enfin trouvé leur voie. C'est peut-être parce qu'il y a eu tellement de mal et qu'on se rend compte que la seule façon de lutter contre cela, c'est avec la bonté et la vérité. C'est ainsi qu'on combat les mensonges. Satan est l'auteur des mensonges. Ce qui signifie que nous avons besoin que des gens commencent à répandre la vérité en diffusant vraiment l'Évangile. Et de voir, chaque fois que je regarde Hollywood, que tu regardes le sport, que tu regardes le divertissement, tout ce à quoi je pense, c'est au mal. Alors quand tu vois quelqu'un qui fait partie de ce milieu parler de Jésus-Christ et de sa foi, tu te dis juste « Waouh, c'est incroyable ». Et c'est exactement ce que Joe Missoula incarne aujourd'hui en NBA. Je vous rappelle qu'il n'a que 35 ans. Il est l'entraîneur des Celtics et il peut maintenant célébrer la victoire au championnat NBA. Et avant qu'il ne joue, il a décidé de faire le tour du terrain en priant le rosaire. Regardez ce passage, les amis. C'est incroyable. J'aime arriver à l'aréna vers midi. J'aime faire une marche de prière autour du terrain au Garden. J'aime être dans le Garden quand il n'y a pas beaucoup de monde, juste parce que c'est un jardin. Avez-vous déjà vu ça? Je vous demande sérieusement. En tout cas, pas récemment. Je sais qu'autrefois, notre pays était bien plus croyant, mais il semble que beaucoup de cela ait disparu au fil des dernières décennies. Alors le voir dire qu'il aime faire une marche de prière, c'est la première chose que je veux faire. Je veux faire une marche de prière, c'est tout simplement incroyable. Et je pense que ça va inspirer des gens, ceux qui ont besoin d'inspiration. Vous savez, beaucoup de ces jeunes qui grandissent, surtout les jeunes noirs qui grandissent, et qui veulent être comme LeBron James. Non, je rejette ça. Je dis que vous devriez plutôt vouloir être quelqu'un comme Joe Mazzulla, qui sait qu'il doit mettre le Christ en premier dans sa vie. Et ce n'est pas ça, les gars, ce n'est pas ça. Voici un autre extrait où il explique pourquoi son identité chrétienne est ce qui compte le plus pour lui. Écoutez bien. Je suis à moitié afro-américain, à moitié italien, et donc, mais plus important encore, la décision que j'ai prise dans ma vie, c'est de ne pas regarder à travers l'un ou l'autre de ces prismes, et j'ai décidé de voir les choses à travers le prisme du christianisme. Et donc, mon identité est d'abord en lui, et cela passe avant tout le reste.
Et cela a toujours été important pour moi à cause de ce qu'il a fait pour moi dans ma vie, des personnes qui m'entourent et qui m'ont amené là, et c'est important pour ma femme et pour ma famille. Cela ne veut pas dire que c'est plus important qu'un autre prisme à travers lequel on peut voir les choses. Mais pour moi, dans ma maison, nous servirons le Seigneur et nous allons regarder la vie à travers ce prisme, celui du christianisme et de tout ce qui l'accompagne. Voilà le plus jeune entraîneur à remporter le titre NBA depuis Bill Russell, qu'il avait gagné au même âge en 1969. Et il parle de son identité chrétienne. Et c'est pour ça que je dis que je sens vraiment que le Saint-Esprit agit, parce que j'ai ressenti cet appel au début de l'année dernière. Vraiment, à parler davantage de la foi chrétienne, à parler davantage de ma foi, à approfondir ma foi et à réaliser que j'ai une plateforme pour répandre la bonté et il n'y a vraiment qu'une seule façon de répandre la bonté. Et j'ai aussi été réservée. Très souvent, je parle de l'histoire chrétienne parce que ça me révolte que, pour une raison ou une autre, quand des chrétiens meurent, comme je l'ai dit chez Piers Morgan la semaine dernière, personne ne s'en soucie. Personne ne se soucie quand du sang chrétien est versé. Je suis fatiguée de voir de jeunes hommes chrétiens s'engager dans l'armée avec pour mission d'aller mourir à l'étranger ou simplement d'essayer de tuer d'autres chrétiens. Donc, je regarde le monde politique à travers le prisme du christianisme. C'est ça la transformation qui s'est opérée en moi. Je me demande, qu'est-ce qui se passe réellement ici? Parce qu'on a l'impression que ce qu'on nous a dit est tellement myope, tellement émotionnel, c'est même irrationnel. Comme ce dont nous venons de parler à propos de la Seconde Guerre mondiale et de réaliser qu'une grande partie de ce qu'on apprend n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors, contre quoi sommes-nous en train de nous battre? Et la réponse, c'est que ça a toujours été une question de bien contre le mal, n'est-ce pas? Et il y a du bien et du mal dans tous les pays. Donc, nous devrions simplement nous unir pour prendre le parti du bien contre le mal. Maintenant, en parlant de l'Amérique, qui a été lentement entraînée dans la Seconde Guerre mondiale, évidemment, j'ai évoqué ce sujet avec des pairs la semaine dernière, mais il semble bien que nos médias soient obsédés par ce qui se passe en Israël. Et ce, malgré le fait que des chrétiens sont assassinés partout dans le monde et qu'Israël fournit les armes permettant de tuer des chrétiens en Arménie. Ils n'en parlent pas. C'est simplement un sujet dont ils ne veulent pas parler. Quelle est la raison de cette insistance? Je pense que c'est parce que, oui, ils y vont que vous le vouliez ou non. Nous préparons une autre guerre. Et cet article est apparu hier dans le Jérusalem Post. Il dit que l'armée israélienne savait que le Hamas prévoyait d'enlever 250 personnes avant l'attaque du 7 octobre. D'accord. Eh bien, cela devrait mettre tout le monde mal à l'aise. Je vais lire ce qu'ils ont écrit mot pour mot dans le Jérusalem Post. On peut lire: un document récemment révélé a montré que les forces de défense israéliennes et les services de renseignement disposaient de connaissances détaillées sur le plan du Hamas visant à attaquer Israël et à kidnapper 250 personnes, et ce, des semaines avant le massacre du 7 octobre. Le document, qui a été rédigé dans la division de Gaza, exposait les intentions du Hamas et était connu des hauts responsables du renseignement. Selon un rapport de Canon News, le document, intitulé « Entraînement détaillé de raids de bout en bout », a été diffusé le 19 septembre 2023 et décrivait en détail la série d'exercices menés par les unités d'élite du Hamas. Je vais m'arrêter là un instant et dire que je me souviens lorsque Charlie Kirk avait soulevé cette question, et il est évidemment remarquablement pro-Israël, à savoir s'il disposait de ces renseignements et ont laissé cette attaque se produire pour d'autres raisons. Ils l'ont soudainement traité d'antisémite lorsqu'il a dit « Écoutez, je suis allé en Israël. Je suis moi aussi allé en Israël. C'est la taille du New Jersey. Il y a une présence militaire tous les 5 mètres. Et pourtant, cette attaque a duré 2 heures. Puis, peu de temps après, nous avons appris que l'Égypte avait également informé Israël qu'une attaque allait avoir lieu. Et ils ont ignoré cela. Cela me met mal à l'aise. D'accord? Cela me met mal à l'aise parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'ils aient ignoré tout cela, qu'ils aient eu ces renseignements depuis septembre et qu'ils aient choisi d'ignorer tout ça. Ça n'a pas de sens quand on considère la conversation qui a lieu en ce moment, qui donne l'impression qu'ils ont déjà décidé de la Seconde Guerre mondiale et que nous allons tous y être enrôlés. Et ça n'a pas de sens quand on voit la quantité de censure et les attaques qui visent toute personne qui s'y oppose. Alors laissez-moi être clair sur ma position à ce sujet. Aucun Américain ne devrait être envoyé à l'étranger pour mourir pour Israël. Point final, je me fiche de comment vous voulez m'appeler. Plus une seule goutte de sang chrétien ne devrait être versée à l'étranger. D'accord, quand on ne peut même pas poser de questions à ce sujet au Jérusalem Post et en parler. Mais si on pose des questions à ce sujet, alors les Américains sont diffamés, menacés et risquent de perdre leur emploi. Si je ne peux même pas parler d'un pays pour lequel je vais travailler parce qu'ils prennent nos impôts. Non, désolé, je me retire complètement de cette histoire. Je ne veux rien avoir à faire avec ça.
Les soldats américains ne devraient être impliqués dans aucun conflit à l'étranger, et encore moins dans un conflit à l'étranger que nous n'avons même pas le droit de critiquer. Voilà où j'en suis à ce sujet. Et plus tard cette semaine, je prévois d'inviter à nouveau une voix pro-Israël. Nous sommes en discussion pour essayer de trouver comment faire afin de donner, vous savez, un temps de parole égal aux deux parties, car nous avons reçu Aveyana Joy la semaine dernière, simplement pour parler de son licenciement. Mais nous voulons aussi nous assurer que les voix pro-Israël puissent être entendues. Je n'ai aucun problème si vous êtes pro-Israël. Je dis simplement que je ne veux pas être impliqué dans votre guerre. Prenez-le comme vous voulez. Prenez-le comme vous voulez. Voilà où j'en suis à ce sujet. Plus aucune effusion de sang chrétien nulle part. Très bien, les amis, il est maintenant temps de passer à certains de vos commentaires sur les épisodes précédents. Avant cela, je veux encore vous rappeler que j'ai vu ce film The Sound of Hope. C'est brillant, c'est magnifique, c'est passionné. C'est l'histoire de Possum Trot. C'est cette ville au Texas où ils ont simplement décidé « Hey, nous allons nous occuper du système de placement familial qui nous entoure. Nous allons simplement accueillir ces enfants et leur donner une chance dans la vie, vous savez, une chance d'avoir quelque chose de différent. » Il n'y a rien de pire que d'être simplement baladé d'un système à l'autre. Et vous pouvez imaginer le traumatisme que cela engendre. Et comme je l'ai dit, nous n'aimons souvent pas penser à cela parce que ces problèmes sont presque trop grands pour être compris. On n'a pas envie de croire que cela se passe ici, en Amérique, mais c'est le cas. Et il est important pour nous de soutenir les personnes qui racontent ces histoires et de savoir que nous pouvons faire une différence. Alors laissez-moi d'abord vous repasser cette bande-annonce. Écoutez bien. Regarde-toi. Regarde cet enfant. Tu vas être mon petit garçon maintenant. Madame Suzanne, êtes-vous sûre que ces gens veulent de nous? Oh, mon chéri, je sais qu'ils le veulent. Ceux-là ne sont pas gentils avec nous. Tu vois, Madame Martin, elle vient de me dire qu'elle sait que tu es sa petite fille. Elle l'a dit? Oui, elle l'a dit. Ma précieuse Mercedes, je suis tellement heureuse de te voir. Je m'appelle Donna, mais tu peux m'appeler maman. Salut, maman. Oh, ouais. C'est donc un vrai clip. Pardon? Je crois que j'ai dit bande-annonce. C'est un extrait réel du film. Et comme je l'ai dit, vous pouvez voir à quel point c'est passionné. Comment pouvez-vous soutenir? Eh bien, peut-être que vous regardez et vous pensez, en fait, j'hésite et je pense que je devrais accueillir quelqu'un en famille d'accueil. Peut-être que vous n'êtes pas équipé pour faire cela. Mais une chose que vous pouvez faire, c'est soutenir ce film. C'est quelque chose de tellement simple à faire. Nous voulons réunir 1 million de combattants pour nous rejoindre dans les salles de cinéma pendant la semaine du 4 juillet. Comment faire? Allez sur angel.com Candace, vous pouvez consulter les horaires. Vous pouvez voir où il est diffusé. Vous pouvez acheter des billets. C'est ce que je veux que vous fassiez. Rendez-vous sur angel.com/Candace et rejoignez le combat pour nos enfants. Passons maintenant à certains de vos commentaires. L'épisode d'hier, mec, c'était un banger. Brigitte Macron. Je vous le dis, ils mentent tout simplement. C'est bizarre. La seule défense qu'ils ont contre cela est que vous êtes transphobe. Tu es fou. C'est fou. OK, peux-tu juste démystifier quelque chose? N'importe quelle partie de toutes les preuves qui ont été rassemblées pour prouver que Brigitte Macronel-Lod a été un homme pendant les 30 premières années. Et la réponse, c'est qu'ils ne peuvent pas. Sarah Hale écrit « J'ai un fils de 13 ans. L'idée qu'un adulte et un enseignant puissent s'en prendre à lui est écœurante. » Je suis d'accord. Totalement d'accord. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'au mieux, ce que vous avez, c'est un prédateur pervers qui apparemment prend toutes les décisions concernant son cabinet, ce qui est étrange. Light on a Hill écrit en français, ici, « Les preuves montrent que Brigitte est morte à l'âge de 6 ans et que son frère a pris son nom et son identité. Cela est supprimé, ridiculisé et enterré de la même manière. La vérité sur le vaccin l'a été aussi, oui, vous tous. Donc, en approfondissant ce qu'ils ont pu découvrir, la théorie est que la petite fille assise sur les genoux de sa mère, qu'ils ont essayé de faire passer pour Brigitte enfant en disant « Regardez, c'est une photo de Brigitte quand elle était petite », serait en réalité la petite sœur de Brigitte, qui est morte jeune. Ils ont trouvé des preuves que cette petite fille est décédée. Et oui, donc ce serait un scénario où elle aurait simplement pris le nom de sa petite sœur, ce qui est troublant à tellement de niveaux. Comme je l'ai dit, allez consulter la source primaire, l'histoire est fascinante. Jeanne écrit « Je suis français. J'y pense depuis quelques années. Ils nous ont traités de transphobes, même Brigitte, elle-même ou lui-même, à la télévision nationale, ce qui, d'une certaine manière, nous donne raison. C'est vrai, et les théoriciens du complot. Mais je m'en fiche que l'on soit trans. Je me soucie de savoir si un enfant a été préparé par un enseignant et que cet enfant instable est devenu président de mon pays. Seigneur, aide-nous. Merci Candace d'avoir parlé de ça. Vous faites beaucoup de bruit ici. Oui,
Et vous avez raison, les gens s'en vont. Pourquoi est-ce important? Que veux-tu dire? Pourquoi est-ce important? Es-tu fou? Nous parlons d'un enfant qui a été manipulé. Nous parlons d'un mensonge que l'État protège. Tout l'État soutiendrait ce mensonge, même s'ils étaient sortis et avaient dit « Nous nous présentons aux élections et voici ma femme trans ». D'accord, c'est juste. Alors au moins, les gens pourraient y voter et dire « Je sais qu'ils croient en cela. Ils croient en ça. Ils sont pour ceci, ils sont pour cela. » Mentir complètement et prendre ses fonctions, c'est tout simplement inacceptable. C'est à peine croyable. Et puis, l'idée même de manipuler toute une nation à grande échelle est troublante. C'est troublant. Cela montre qu'il y a de véritables psychopathes et sociopathes aux commandes, ce que je pense qu'on commence à réaliser un peu partout dans le monde. Francis écrit « Quand des pères accusent Candace de ne pas avoir de diplôme en journalisme. Candace t'a retenu de ne pas lui renvoyer la vérité en pleine figure sur le moment, est vraiment humble et élégante. Continue de mener le bon combat. » Merci. Je m'en fichais tout simplement. C'est vraiment n'importe quoi. Parce que même si j'avais fait ça, si je m'étais levée en disant « En fait, Perse, j'ai 2 diplômes, ce qui veut dire que j'en ai un de plus que toi. » Tu perds quand ils commencent à argumenter à partir de cette position de non-autorité, comme je l'appelle. Ils ont déjà perdu et il m'a juste semblé ridicule. Et je riais trop pour même avoir envie de répondre à ça. Et je veux aussi que les gens se rappellent qu'avoir un diplôme ne veut rien dire. As-tu du bon sens? As-tu une intuition qui te dit quand quelque chose ne va pas ou quand quelque chose est juste? Et as-tu assez de discernement pour faire confiance à ton intuition et ne pas la laisser être écrasée par ces forces sataniques dans les médias? Ce sont ces personnes-là que nous devrions écouter. Je me fiche de tes petits diplômes inutiles. Enfin, vous savez que je suis sur cette appli Minet, que j'adore complètement. Cela signifie 1 minute pour se connecter, Manect, et cette jeune femme m'a écrit. Elle s'appelait Annie. J'ai adoré ce qu'elle avait à demander. Elle a dit « Salut Candace, je vais entrer en 3e année d'université. J'ai besoin de ton aide pour savoir quoi faire de ma vie. Mon rêve, c'est d'être mère au foyer avec un mari et des enfants, mais je me sens poussée à entrer sur le marché du travail et je n'aime pas ma spécialité, la gestion d'entreprise. J'ai du mal à l'école parce que je ne suis pas motivée et je ne me sens pas utile. Je vis dans le Massachusetts et j'adorerais déménager dans un endroit plus conservateur, mais je ne connaîtrais personne là-bas. Mon travail de rêve serait de faire partie de ton équipe, mais je ne pense pas pouvoir déménager ni être qualifiée. Tout conseil que tu pourrais me donner sur ce que je devrais faire serait grandement apprécié. Aussi, j'écoute ton podcast depuis 2 ans maintenant et tu as changé ma vie. Merci pour tout ce que tu fais et que Dieu te bénisse. Alors Annie, je sais que je t'ai déjà répondu ce matin. Je t'ai envoyé un message vocal, mais je t'ai aussi dit que je passerais ça dans l'émission et je veux que tu saches que si tu ne sais pas ce que tu fais, t'endetter n'est probablement pas la chose à faire. Et comme je l'ai dit, tu devrais avoir une vraie conversation avec tes parents parce qu'il y a trop de gens qui se jettent dans des dettes à vie en sachant qu'ils ne veulent pas faire ce qu'ils font. Ils ressentent juste cette pression. Quand tu es au lycée, le système te dit que si tu ne vas pas à l'université et que tu n'obtiens pas de diplôme, tu vas échouer. Ce n'est pas vrai. En fait, bien souvent, surtout avec toute la propagande, le thème de l'épisode d'aujourd'hui, on peut presque garantir que plus tu restes longtemps à l'université, plus tu risques d'échouer, parce que les jeunes, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, deviennent de plus en plus ignorants sur le plan académique au fil des années. Et c'est parce que c'est vraiment juste une occasion pour eux d'utiliser les incitations de l'État pour empoisonner les enfants avec ces mêmes incitations. N'est-ce pas? Ces jeunes vont à l'université et en ressortent militants, incapables de travailler dans le monde des affaires. Alors, s'il te plaît, ne dis pas non plus que je suis qualifiée pour travailler dans ton équipe. En fait, et c'est une histoire vraie. L'une des personnes qui travaille dans mon équipe s'appelle Bella. Elle a fait 1 année d'université et elle s'est dit « Je n'ai pas envie de faire ça. Je veux être mère au foyer. Pourquoi suis-je en train de m'endetter? Pourquoi est-ce que je vais dépenser 50 000 $ par an pour aller à l'université ici au Tennessee alors que je sais que je veux juste me marier et avoir des enfants? » Et devine ce qu'on a fait. On l'a embauchée. Donc nous n'avons pas cette même perception snob. Nous n'embauchons pas selon les mêmes critères que les autres. Le modèle Morgan du genre « As-tu un diplôme ?» Et je pense que de plus en plus de gens vont dans cette direction. Alors je vous souhaite vraiment bonne chance à tous. À toute personne qui écoute ce message et qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, à ceux qui m'écoutent à l'université. Ne faites pas quelque chose juste pour le faire. Assurez-vous que cela a du sens dans votre vie. Bon, les amis, c'était un épisode un peu plus long pour vous. Vous dites toujours ça dans le chat en direct. Des épisodes plus longs. Je fais de mon mieux. Et j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Je vous le rappelle. Veuillez aller sur locals.com. Soutenez-nous. Devenez abonné mensuel ou annuel. Faites ce que vous pouvez pour nous permettre de rester indépendants, car nous nous amusons à ne devoir écouter personne.
ou vous pouvez aller sur clubandis.com. Ces articles vont bientôt être arrêtés. Ces gobelets, Christ et Roi, vont disparaître car nous approchons déjà des 2 millions d'abonnés, ce qui est incroyable. Les amis, je suis tellement heureuse, tellement reconnaissante et on se retrouve demain.